Bonjour à tous, je m'appelle Romane Philippon, je suis doctorante en 2e année de thèse et je travaille sur l'identification des émotions positives chez le cheval, grâce au fonds Equiaction et aussi au financement de l'IFCE. Donc je suis hébergée à l'INRAE, donc qui est un institut de recherche national, et je fais ma thèse à l'université de Tours. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une étude sur le bien-être des chevaux de sport de haut niveau, 3 facteurs qui sont fondamentaux. Tout d'abord, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ce qu'on appelle les 3 F, qui sont en anglais friends, donc les amis, forage, donc le fourrage, et freedom, donc l'accès à la liberté. Donc il y a beaucoup d'études qui ont été faites et qui ont stipulé que ces 3 F étaient très importants pour le bien-être du cheval. Il y a des études qui ont été faites sur différents types de chevaux, notamment les chevaux de course, les chevaux de loisirs, mais aussi les très jeunes chevaux, pour voir si les 3 F avaient un impact sur leur sevrage notamment. Et moi, j'étudie le cheval de sport, notamment le cheval de sport de haut niveau. Et il faut quand même avouer que c'est un cheval à conditions de vie très, très particulières. Donc ils ont un entraînement qui est quand même de haute performance et intensif. Ils voyagent dans le monde entier pour des compétitions et ils ont un suivi médical qui est extrêmement poussé. Et du coup, je me demandais si le cheval de sport de haut niveau, au vu de ses spécificités, répondait à ce besoin fondamental, ces besoins fondamentaux que sont les 3 F. Pour ça, l'année dernière, je suis partie sur le terrain, donc observer des chevaux de haut niveau. Et j'ai fait deux choses. Je les ai observés au niveau de leur comportement. Et j'ai évalué aussi leurs conditions de vie avec des indicateurs physiques comme la note d'état corporel, la NEC, et le nombre d'alopécies. Donc, tout d'abord, j'ai observé ces chevaux de sport dans 13 écuries de haut niveau. J'ai observé sur une journée, je prenais environ 5 chevaux par écurie, et toute une journée, toutes les 2 minutes, je notais leur comportement. Donc, par exemple, dès qu'ils mangeaient, je notais que c'était un comportement d'alimentation, dès qu'ils observaient, dès qu'ils vocalisaient, dès qu'ils étaient au repos, etc. Et à la fin, j'avais tout l'emploi du temps, on va dire, du cheval, de ces chevaux, sur une journée. Et bien sûr, j'ai regardé aussi s'il y avait des comportements anormaux, comme des stéréotypies, des comportements d'apathie, des comportements d'hypervigilance et d'agressivité. Et ces comportements anormaux, je les notais si je les voyais dans mes observations. Ils me permettaient de faire un ratio de comportements anormaux. Donc, en fait, tout simplement, j'avais besoin d'un indicateur de santé mentale. Et du coup, ce ratio-là, s'il était très faible, ça veut dire que j'avais vu des chevaux qui allaient très bien, qui n'avaient pas de problèmes comportementaux. Et s'il était très haut, ce ratio-là, c'était des chevaux qui étaient plus ou moins dans un mal-être. Sachant que j'ai jamais vu des chevaux qui en faisaient non plus trop. Du coup, pour les observations, je faisais ça sur la journée. Et en même temps, quand j'avais le temps, j'évaluais leurs conditions de vie pour avoir des indicateurs qui étaient physiques, sachant que les observations, c'était des indicateurs comportementaux. Donc, j'évaluais l'accès aux foins, s'ils avaient accès ou non à un fourrage illimité. J'évaluais l'accès aux sorties en liberté, donc savoir s'ils sortaient dans la journée, ou plutôt leur mode de vie, donc leur mode d'hébergement, s'ils étaient complètement au box, s'ils étaient un peu au box, un peu au paddock, s'ils étaient plus au paddock ou au pré qu'au box, et la possibilité qu'ils avaient d'interagir socialement avec des congénères. Donc, est-ce qu'ils pouvaient avoir des interactions olfactives, visuelles ou tactiles avec d'autres congénères? Évaluer aussi des indicateurs physiques comme la NEC, qui est la note d'état corporel, donc qui nous donne un score en fait en fonction de 5 régions différentes du cheval et de sa masse graisseuse, qui nous donne un score global, et les alopécies, donc le manque de poils sur certains endroits qui était dû à, je pense, des blessures, mais pas les alopécies de harnachement, donc pas dû à des alopécies d'équipement. Et en fait, pour vous donner une idée, après les ratios de comportement anormaux, donc comme je vous ai dit dans la slide d'avant, j'ai pu voir des chevaux qui allaient de 0 comportement anormaux, 0%, ça veut dire que je les ai jamais vus faire un seul comportement anormaux, à 25% de comportements anormaux, qui est le maximum que j'ai pu avoir sur cette étude. Donc 25% du temps, c'était des comportements anormaux. Et du coup, moi, je me suis demandé, est-ce que
ces ratios de comportements anormaux, ils sont liés aux 3F. C'est-à-dire que, est-ce que les chevaux qui vont très bien dans leur tête parce qu'ils font très peu de comportements anormaux, ce sont des chevaux dont le management respecte au mieux les 3F? Et est-ce qu'au contraire, les chevaux qui font beaucoup de comportements anormaux, donc qui sont dans un mal-être mental, eux, ils ont des 3F manquants, on va dire. Et du coup, là, je vais vous présenter les résultats de l'étude. Donc, pour ce qui est du fourrage, ce que j'ai pu voir pour le fourrage, et le fourrage, je dis fourrage à volonté, c'était quand ils avaient des cloches à foin ou quand les rations de fourrage étaient tellement importantes qu'en fait, quand ils repassaient derrière pour donner la seconde ration de fourrage ou la troisième ration de fourrage de la journée, il en restait en fait de la précédente. Donc, je vais vous expliquer, c'est un graphique, donc c'est ce qu'on fait quand on fait des statistiques. En gros, là, j'ai mon groupe de chevaux qui avait du fourrage illimité. Et là, j'ai le groupe de chevaux qui avait un fourrage limité. Ce que vous voyez ici, c'est les ratios de comportement anormaux. Ça veut dire que là, c'est ceux qui en faisaient le plus et là, ceux qui en faisaient le moins. Et ce qu'on peut voir, c'est là, il y a une étoile pour dire que c'est significativement différent. Donc, il y a une vraie différence entre les deux groupes. C'est que ceux qui avaient du fourrage limité faisaient significativement plus de comportements anormaux que ceux qui étaient en fourrage illimité. Donc là, on voit bien déjà que pour ce premier F, il y a un lien qui est très très fort entre l'accès au fourrage et les comportements anormaux. Je suis allée un peu plus loin et je me suis demandé, est-ce que ceux qui avaient du fourrage illimité étaient ceux qui avaient le plus d'oreilles en arrière quand ils mangeaient? Parce qu'on sait qu'il y a des études qui ont montré, notamment l'étude de Le Simple en 2020, de Clémence Le Simple, que les chevaux qui fourrageaient avec les oreilles en arrière, qui passaient plus de temps à fourrager avec les oreilles en arrière, c'était aussi ceux qui avaient des taux élevés d'indicateurs d'inflammation. Du coup, je me suis demandé, est-ce que je retrouve ça dans mon étude? Et j'ai vu, en tout cas, donc j'ai pas pu faire les taux d'inflammation, mais j'ai pu voir dans mon étude que ceux qui avaient du fourrage limité passaient significativement plus de temps avec les oreilles en arrière quand ils mangeaient que ceux qui avaient du fourrage illimité. Donc ça, c'était aussi très intéressant. Et enfin, je me suis dit, généralement, quand on pense à fourrage illimité, il y a toujours cet argument qui revient, et ce qui est vrai aussi, que les chevaux qui sont en fourrage illimité, il faut surveiller le poids parce que forcément, ils mangent plus ou en plus grande quantité. Après, moi, j'ai des chevaux là que j'étudiais qui étaient des chevaux de sport de haut niveau très particuliers parce qu'ils s'entraînent intensivement tous les jours. Enfin, intensivement. Ils s'entraînent tous les jours, du moins. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais comparer la NEC selon l'accès au fourrage. Donc, la note d'état corporel qui nous renseigne sur la masse graisseuse et la bonne morphologie, la morphologie adéquate à avoir chez le cheval. Donc, ce que j'ai pu voir, c'est que, en fait, et ça m'a fait plaisir, c'est que qu'ils soient en fourrage illimité ou en fourrage illimité, les chevaux que j'ai pu observer, les chevaux de sport de haut niveau que j'ai pu observer, n'avaient pas de différence de NEC. Ça veut dire que ceux qui avaient le fourrage illimité, c'était pas ceux qui étaient plus gras, et ceux qui étaient en fourrage limité, c'était pas forcément ceux qui étaient plus maigres aussi. Là, il y a très peu de différence, il y a rien de significatif. Donc, le fourrage en illimité, chez les chevaux de sport de haut niveau, n'entraîne pas de problème de poids. Donc, pour récapituler, pour ce qui est du premier F, donc le fourrage, du fourrage illimité, dans mon étude, j'ai pu voir qu'il y avait moins de comportements anormaux. Donc, statistiquement, moins de chances de développer de problèmes de santé inflammatoire, parce que je ne vous ai pas dit dans l'introduction, mais en fait, il y a des études qui ont été faites et qui montrent que les chevaux qui ont beaucoup de comportements anormaux, c'est ceux qui ont énormément de répercussions physiques au final, avec un microbiote donc de type inflammatoire, une activation des gènes qui est liée à l'apoptose, donc ça c'est la mort cellulaire, et aussi au stress et à l'inflammation. Donc ce sont des chevaux, ceux qui ont beaucoup de comportements anormaux, qui ont aussi en fait des répercussions sur leur santé physique, et du coup moins de comportements anormaux égale forcément statistiquement moins de chances de développer des problèmes de santé. Et j'ai pu voir aussi un point que le fourrage en illimité, dans mon cas, donc pour les chevaux de sport de haut niveau, ne faisait pas prendre plus de poids. Ensuite, pour ce qui est de l'accès à la liberté, donc là, c'est le même type de graphique. Vous voyez, j'ai 3 groupes. J'ai les chevaux qui étaient plus souvent au paddock au pré qu'au box. Donc ça, dans le haut niveau, ça se fait. Des chevaux qui sont dehors,
plus souvent dehors qu'au box, les chevaux qui sont plus souvent au box, mais qui vont quand même de temps en temps au pré et au paddock, et des chevaux qui sont totalement au box. Donc, j'ai pu voir les 3 cas de figure dans mon étude. Et ce qu'on peut voir là, c'est très flagrant, c'est que ceux qui sont tout le temps au pré comparé au box font, à part celui-ci, donc ça c'est un individu, font pas du tout de comportements anormaux. Puis ceux qui sont un peu plus au box, ils font un peu plus de comportements anormaux. Et ceux qui sont tout le temps au box, ce sont eux qui font le plus de comportements anormaux. Donc là, on voit que l'environnement extérieur a vraiment un impact sur le cheval de sport de haut niveau et c'est très bénéfique d'être dehors et c'est compatible avec performance. Et j'ai pu voir aussi une corrélation positive, ça veut dire que plus les sorties étaient longues en heures, moins il y avait de comportements anormaux. Donc, c'est pas que le fait d'aller dehors, mais c'est aussi le temps passé à aller dehors. Et là, je vais vous reparler des oreilles en arrière quand les chevaux fourrageaient. Et là, c'est complètement logique aussi. On voit la même logique que pour le fourrage, c'est-à-dire que les chevaux qui ont les oreilles en arrière quand ils fourragent, c'est qui? Ce sont les chevaux qui sont au box quasiment exclusivement tout le temps. Donc là, c'est significatif aussi. Donc, il y a vraiment un bénéfice de mettre ces chevaux à l'extérieur. Et là, pareil, je me suis dit: «Oui, mais le principal argument quand on met les chevaux à l'extérieur, c'est est-ce que les chevaux se blessent plus?» Et ce que j'ai pu voir, enfin là, du coup, j'ai comparé le nombre d'alopécies hors équipement, donc c'était des alopécies des cicatrices, selon le type d'hébergement. Et ce que j'ai pu voir, moi, je m'attendais pas à ça honnêtement. Je m'attendais à ce que oui, les chevaux qui sont dehors, au final, ce sont ceux qui se blessent le plus. Mais non. Là, ce qu'on peut voir, c'est que ce sont les chevaux qui sont en boxe quasi exclusivement toute la journée qui se baissent significativement plus que ceux, du moins, qui sont au box plus souvent qu'au paddock et au pré. Donc, et là, on peut voir au final que ceux qui sont au paddock ou au pré plus souvent qu'au box, ce sont pas, ils sont presque comme eux, ils se baissent pas plus. Et du coup, je suis allée farfouiller un peu dans mes données pour trouver une explication à ça. Et j'ai pu voir qu'il y avait une corrélation positive entre le nombre d'alopécies et le nombre de comportements anormaux. C'est-à-dire que plus les chevaux avaient d'alopécies, plus les chevaux faisaient des comportements anormaux. Et moi, ce que je me suis dit, c'est que peut-être que les comportements anormaux faisaient que les chevaux se blessaient plus parce qu'ils vont faire plus de mouvements brusques, ils vont être plus dans l'agressivité, ils vont être plus dans des comportements anormaux au niveau aussi de leur environnement, à se blesser avec les grilles, par exemple, de leur box. Et du coup, une peut être possible. Et du coup, là aussi, un accès à la liberté, enfin un accès aux sorties en liberté permet moins de comportements anormaux. Donc là, également, statistiquement, moins de chances de développer des problèmes de santé de type inflammatoire. Et ça n'entraînait pas plus de lésions chez le cheval de sport de haut niveau. Et enfin, ce que j'ai pu voir aussi, ce que j'ai voulu noter, c'était le 3e F, qui est le Friends, donc l'accès aux interactions sociales avec des congénères. Et ce que j'ai pu voir, donc là, il y avait 3 groupes de chevaux. Ceux qui avaient des interactions tactiles à minima, donc c'était des chevaux qui pouvaient complètement se groomer entre eux, qui pouvaient complètement interagir tactilement. Il y avait ceux qui pouvaient interagir seulement olfactivement. Donc là, c'était des chevaux généralement qui pouvaient interagir nez à nez à travers les grilles ou nez à nez à travers des paddocks. Et le 3e groupe, c'était des chevaux qui pouvaient interagir seulement visuellement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils étaient généralement soit dans des paddocks très loin séparés, donc ils pouvaient juste se voir entre eux dans les paddocks, ou alors ils étaient dans des box qui ne permettaient pas de renifler un congénère. Donc là, pareil, ça veut dire que dans toutes les écuries que j'ai visitées, j'ai eu ces 3 cas de figure. Et ce qu'on peut voir, là, toujours avec notre ratio de comportement anormaux, ce qu'on peut voir, c'est que ceux qui interagissent tactilement, ils font pas du tout de comportements anormaux. Mais il y a vraiment un switch, un espèce de point bascule avec ceux qui interagissent olfactivement. Là, on voit que ceux qui interagissent olfactivement, ce sont ceux qui font le plus de comportements anormaux. Aussi parce que c'est la catégorie que j'ai eu le plus dans mon étude, donc peut-être qu'il y a ce biais-là. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ceux qui interagissent visuellement font significativement plus de comportements anormaux que ceux qui peuvent interagir tactilement. Et ça, vraiment, c'est du coup cette espèce de… à partir de l'interaction olfactive, on voit quand même que les chevaux, ils réalisent plus de comportements anormaux. Là, on est sur une grosse… il y a vraiment une différence.
même si elle n'est pas significative, mais parce que, je vous ai dit, j'avais peut-être pas assez de chevaux dans ces 2 catégories pour que ça ressorte vraiment. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que le niveau de contact social a vraiment un impact sur le bien-être du cheval. Là aussi, ça a un impact et on peut voir que ça a, un impact sur la santé mentale du cheval. Et là, pareil, généralement, un des arguments, qu'on a, que j'ai souvent rencontré, c'était, «Mais, si les chevaux, ils peuvent interagir entre eux, ensemble, est-ce qu'ils vont pas plus se blesser, en fait?» Et du coup, je me suis dit: «OK, je vais comparer là aussi le nombre d'alopécies, donc le nombre d'anciennes blessures, selon le niveau de contact social possible». Et en fait, j'ai pas vu de différence significative. C'est-à-dire que, là, dans mes données, je vois pas de différence. Ça veut dire que c'est pas parce que les chevaux, ils peuvent interagir tactilement entre eux qu'ils se sont plus blessés, que ceux qui, ont des interactions olfactives et que ceux qui ont des interactions visuelles. Donc, là, il y a vraiment à souligner en fait, aussi, le travail de tout le staff de chaque écurie pour savoir et pour connaître en fait les affinités de chaque chevaux ensemble. Donc, ils mettent les chevaux qui puissent interagir ensemble tactilement, mais des chevaux qui ils savent qu'ils se connaissent, qui s'aiment bien et qui a, un risque minime de blessure. Et du coup, là, ce qu'on peut conclure pour, ce 3e F, c'est qu'il y a moins de comportements anormaux également quand on a, le niveau maximum d'interaction sociale possible, donc ce qui est, au final, d'interagir tactilement entre congénères. Donc moins de comportements anormaux, donc là également statistiquement moins de chances de développer des problèmes de santé de type inflammatoire. On a pu voir aussi vraiment une espèce de point bascule entre interaction tactile et interaction olfactive et pas plus de blessures en fonction du niveau d'interaction. Donc pour conclure, les 3 F, ils sont vraiment directement liés au bien-être du cheval. Donc ça a été déjà vu dans, plein d'études. Mais là, moi, je que, ils sont liés aussi au bien-être du cheval de sport, de haut niveau. Et ce qui est important de souligner, c'est que, du coup, j'ai visité plusieurs écuries de haut niveau, mais, que dans ces écuries-là, j'ai pu voir du fourrage à volonté. J'ai pu voir des chevaux qui sortaient plus souvent au pré ou au paddock qu'ils n'étaient en boxe et j'ai pu voir également des chevaux qui interagissaient tactilement entre eux parce qu'ils vivaient ensemble, par exemple, dans des prés, ensemble, à plusieurs. Donc, c'est important de souligner que j'ai pu voir ces 3 F déjà. Donc, que ça a été retrouvé chez le cheval de haut niveau et pas que, comme je vous ai dit en introduction, chez le cheval de loisir ou chez les chevaux de club. Et que ces 3 F, du coup, ils sont compatibles avec, des performances aussi et c'est totalement compatible avec des performances ou du moins ça n'altère pas la performance du cheval, de haut niveau. Voilà, je vous remercie de m'avoir écoutée.